Bonjour à tous, c'est Romain Galou et Romy Galette pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du meilleur film de football américain que j'ai vu de ma vie. Et allez, le gars il est tellement original que je suis sûr que c'est le même que la plupart des mecs qui font du foot US. Alors bonjour déjà, hein, et puis si t'es tellement sûr de toi, balance-moi le pitch, vas-y. Facile. Alors déjà je dirais une équipe en bas de classement qui n'est portée que par son quarterback qui lui permet de maintenir la tête hors de l'eau. Ouais, ça commence bien. Ensuite, le fameux quarterback qui se blesse et qui va être remplacé par un rookie qui a jamais vraiment joué de sa vie, mais qui va montrer des capacités incroyables pour jouer à ce poste. Pas mal, continue. Et grâce à ce nouveau QB, l'équipe se relève match après match au point d'accéder à la finale et de la remporter après un discours poignant du coach à la mi-temps alors qu'ils étaient menés au score. Effectivement mon ami, tu as tout dit, dommage que t'aies juste oublié de parler du chien. Du chien? Les amis, aujourd'hui on va parler de Air Bud 2. Air Bud 2 est le deuxième volet d'une série de films pour enfants sortis en 1998, retenez la date, c'est important, et mettant en scène un chien prénommé Buddy qui semble avoir la capacité d'exceller dans tous les sports qu'il essaye, que ce soit le basket, le football, le soccer, le baseball ou même le volleyball. À savoir que Buddy a réellement existé, que c'était un chien errant recueilli par Kevin DiCicco en 1989 et qu'il a été dressé pour jouer au basket, ce qui l'a rendu célèbre au point de jouer avec Michael Jordan en personne et qui lui a valu le surnom de Air Buddy. C'est son histoire qui a inspiré le premier film Air Bud, où il a d'ailleurs été choisi pour jouer son propre rôle. Wow, on arrête tout là. Déjà, c'est quoi ce film? Et puis c'est quoi cette histoire de clébard qui fait du basket là? Ça parle même pas de foot US ton truc. T'essaierais pas de nous la mettre à l'envers dès la première vidéo de l'année là? T'emballes pas comme ça mon Garen, tu vas comprendre. Donc, Air Bud 2 met en scène le fameux Buddy qui a déjà sa petite notoriété dans le monde du basket et son maître Josh qui vit seul avec sa mère et sa petite sœur depuis la mort de son papa dans le crash d'un avion. Youhou! Grosse ambiance. C'est à la rentrée de leur 4e année de lycée que Josh apprend que son meilleur ami Tom ne veut plus s'inscrire dans l'équipe de basket avec lui car l'adolescence et les hormones lui ont donné une toute nouvelle vision de la vie. C'est que les filles deviennent des femmes. Hey, salut ma jolie. Et c'est pour cette raison qu'il a décidé de s'inscrire dans l'équipe de football du lycée avec une ambition bien précise. Hey, tu imagines dans quel état elles seront quand elles me verront en footballeur? Légende faisant bien évidemment partie du folklore américain qui dit que les footballeurs sont un peu les rois du lycée et qu'il est donc par conséquent plus facile de choper de la meuf quand on est joueur et qu'on se balade dans les couloirs avec un teddy aux couleurs de son club. Et me fais pas croire que ça faisait pas partie de tes critères de choix aussi quand t'as commencé le foot US. Hein. Non, absolument pas. C'est avant toute chose la beauté du sport, ses valeurs. Quoi qu'il en soit, c'est hors de question pour Josh de faire du football américain car il est bien trop occupé à faire foirer tous les dates de sa mère qui essaye de refaire sa vie après la perte de son mari. Bye Herbert. Mais c'est sans compter sur le pouvoir de l'amour et une petite facilité de scénario qui font se croiser la mère de Josh et le nouveau vétérinaire de la ville, Patrick, beau gosse dans la fleur de l'âge, que Josh rencontre un peu plus tôt dans le film lorsqu'il emmène Buddy chez le véto, qui en a d'habitude une peur bleue. Allez Buddy. Il a l'air d'avoir la trouille. Mais on sait tous que les animaux ressentent si les gens ont bon fond ou non, et le patoche, lui, on le sent bien son bon fond. Allez, monte. Et ce qui devait arriver arriva, car c'est peu de temps après que la maman de Josh a son premier encart avec Patoche. Et comme on le sait tous, si tu veux pécho la mère, mets-toi d'abord les enfants dans la poche, donc l'intelligent Dr Sullivan n'est pas venu les mains vides. Tiens, je t'ai amené ça. Oh. Sauf que pas de chance, il s'est trompé de sport, et c'est ce que Josh s'empresse de lui faire remarquer. Pour l'instant, je fais surtout du basketball. Et un merci petit con, ça t'écorcherait la gueule? Et malgré tous les efforts du film à essayer de faire comprendre à Josh qu'il faut qu'il joue au football s'il veut faire un Air Bud 2, ce dernier s'obstine avec son basket et décide de ranger son cadeau au garage, ce qui n'est pas du goût de Buddy qui doit être de mèche avec les scénaristes du film et qui décide d'aller une ultime fois convaincre son maître dans ce que j'appelle un très grand moment de cinéma. C'est un peu gnangnan pour le moment là, ça va être chiant comme ça tout le film? Ne parle pas trop vite mon Romy car ce que tu ne sais pas c'est que durant tout ce temps, tapis dans l'ombre, des méchants sont en train de préparer un plan machiavélique. Et c'est ainsi que nous faisons la connaissance du duo de méchants le moins méchant de l'histoire du cinéma, une gérante de cirque pour animaux savants appelée Natalia et son serviteur Popov qui me font étrangement penser à Anne Romanoff et Jérôme Commander et qui volent des animaux savants pour étoffer leur spectacle. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un duo de méchants qui font pas du tout méchants et qu'on doit quand même faire comprendre dès les premières secondes qu'ils sont méchants? On leur fait faire des grimaces de méchants? On leur fait prendre l'accent russe. Bonjour les enfants et bienvenue chez Natalia, le merveilleux, le surprenant cirque d'animaux savants. C'est donc deux Russes en Amérique, on dirait le début d'une blague nulle. Ils volent des animaux de cirque et qui ne repartiront pas avant d'avoir trouvé leur attraction phare et malgré tous les efforts de Jérôme Commander pour convaincre Anne Romanoff de rentrer en Russie. Alors, on repart en Russie cette fois?
Celle-ci s'obstine encore à vouloir rester car selon elle, il lui manque le clou de son spectacle. Nous devons trouver la créature exceptionnelle. Deux Russes malfaisants qui cherchent des animaux savants et qui tombent pile poil dans une ville où un chien est une star de basket internationale. Oh, je me demande bien ce qu'ils vont choisir comme animal pour leur grand numéro final. Oh, un crapaud qui récite l'alphabet en rotant. Non, ça c'est toi qui fais ça, Romy. Et c'est donc complètement par hasard, en zappant sur une chaîne d'infos, qu'Anne Romanoff tombe sur des images de Buddy qui marquent des paniers et qui décide que ce sera lui la vedette de son show. Nous avons trouvé notre exceptionnelle attraction. Mais waouh, le cliffhanger de fou! Alors je suis très déçu, parce que selon moi, un crapaud qui rate l'alphabet c'est quand même plus impressionnant qu'un Klebs qui marque des paniers. Tout dépend du point de vue. Et aussi parce que, pour le moment, y a pas de football américain dans ton film, hein. Effectivement, mais ne t'inquiète pas, les scénaristes ont un ultime coup à jouer pour convaincre Josh. On retrouve donc nos trois compères, Josh, Tom et Buddy dans un parc, en train de se faire des passes avec la balle fraîchement offerte par Patoche. Enfin, c'est surtout Tom et Josh qui jouent, hein, parce que le pauvre Buddy, on a l'impression que personne ne le voit. Eh les copains, envoyez-moi la balle! Mais c'est quand même moi la star du film, hein! Ainsi que nos deux grands méchants cachés dans les buissons, prêts à bondir pour attraper Buddy. Quand les chiens approchent, attrape-le avec filet. Et c'est durant ce moment de franche camaraderie que Tom, qui a l'air de comprendre aussi bien la vie que les filles, explique à Josh que cette histoire entre sa mère et le vétérinaire, ça commence à puer un peu, car ils sont arrivés au palier critique des 4 rendez-vous. Tu sais ce qui se passe après 4 rendez-vous? Non, quoi? Le répertoire. Mais surtout qu'il doit absolument se méfier si Patoche lui offre un cadeau, car ça veut dire qu'il a une petite idée derrière la tête. C'est qu'il veut t'amadouer. M'amadouer? Pourquoi? Que tu dises papa? Encore une fois, je pense que c'est, à mon avis, plus dans l'optique de culbuter la daronne, mais admettons. Et c'est ainsi que notre petit Josh, sentant qu'il s'est fait entourlouper, décide alors de se débarrasser des preuves de cette entourloupade en balançant le plus loin possible la balle dans les buissons, ne sachant évidemment pas qui se cache dedans, ce qui nous donne une jolie scène à base de balles dans la tête, cascade, cris, roulade, aïe, roulade, cris, saut de l'ange, plongeon, cochon et méchant pas content. Et sans que personne ne remarque ou n'entende rien. Y a que moi que ça choque, un cochon en liberté dans un parc public? C'est parce que c'est pas ça qu'il faut retenir de cette scène, Romy. Ah bon, c'est quoi? C'est que notre petit Josh, il sait lancer la balle, et d'ailleurs son copain Tom l'a très bien remarqué aussi. Eh Josh, ton lancer superbe. Mais Josh, lui, il s'en fout, car ce qu'il remarque, c'est que Patoche, il est maintenant là tous les après-midi à câliner sa mère en lui faisant des mauvaises imitations de Willem Dafoe. Et ça, c'en est trop. Maintenant, il vient tous les après-midi. Attention messieurs les scénaristes, ça va être le moment d'abattre votre dernière carte pour convaincre Josh de faire du foot US. Tu sais qu'au football, l'entraînement a lieu tous les après-midi. Oh, et on a qu'à rajouter que sa mère elle a enregistré le numéro de Patoche dans son répertoire pour l'achever. Bonjour, vous êtes chez Patrick, laissez-moi un message après le bip. Là c'est sûr, il craque. C'est quand le prochain entraînement? Yes, le film va enfin pouvoir commencer. Et nous voilà propulsés en plein milieu de ce qui semble être un entraînement de foot US où on retrouve nos deux compères qui s'en vont parler au coach de l'équipe des Timberwolves, Monsieur Fanelli, pour savoir s'il y a besoin de 2 jours supplémentaires dans l'équipe. Phrase un peu bateau car comme on le sait tous au football américain et coach Fanelli le dira bien mieux que moi. J'ai toujours besoin de joueurs dans mon équipe. Et là c'est rigolo car on va se retrouver dans un cas typique de chaque début de saison où des mecs qui n'ont jamais joué au foot US pensent être faits pour un poste bien précis. Et c'est le cas de notre cher Tom qui a déjà décidé pour le coach. Moi, je suis récepteur. Receveur. Voilà, normalement après une boulette comme ça tu fermes ton caquet, mais lui non car il est tellement calé qu'il a même décidé pour son pote. C'est un lanceur exceptionnel. Et on ne peut pas lui retirer qu'il avait raison sur au moins un truc, Josh a vraiment un très bon bras. Par contre, pour lui, c'est un peu gouré. Monsieur le récepteur est à la hauteur de l'équipe. Ce qu'on pourrait traduire par « il fera un excellent DB ». Quoi qu'il en soit, les deux sont recrutés immédiatement, mais avec un petit bémol pour Josh qui ne sera que remplaçant car il y a déjà un QB titulaire dans l'équipe. Le meilleur stratège de la ligne. Mais Josh, lui, il s'en fout car de toute façon, il veut juste faire du foot pour ne plus voir sa mère se faire travailler par le docteur Doolittle, donc c'est une raison assez motivante pour commencer les trainings. Et je suis content de voir que notre petit Josh montre l'exemple, car même s'il n'est que remplaçant, il se donne vraiment à fond au point de rentrer complètement fracassé chez lui. Il est sale. Et ça devrait servir de leçon à un sacré paquet de mecs. Mais au moins ça lui permet de penser à autre chose et de régler le problème Patoche. Que tu crois mon gars, car il reste toujours un semblant de doute sur lui, et tout ça grâce aux théories fumeuses de notre cher Tom. Les médecins qui se baladent, c'est comme les marins. Ils ont une femme dans chaque port. Je me demande si c'est vraiment un bon pote lui à force. Donc ils inventent une fausse maladie à Buddy. En fait, j'ai l'impression qu'il a du mal à remuer la queue. Oui, c'est ça. Il arrive plus à la remuer. Pour retourner au cabinet et trouver des preuves compromettantes contre le cher docteur Sullivan. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Certaines choses qui vont démontrer que ce gars est un coureur de jupons.
Et comme à force de fouiller, on finit toujours par trouver, il tombe sur des polaroids de Patoche au bras d'une nana différente sur chaque photo. Quel tombeur ce Patoche, et pas un boudin en plus, hein. Non franchement, beau gosse, hein. Mais c'est pas ça qu'il faut dire, Romy, voyons. Ah oui, mince, bouh, méchant Patrick, c'est pas bien d'aller tremper ton biscuit autre part que dans la tasse de la maman de Josh. Ah, finalement, je crois que je préférais la première version. Oui, bah faut savoir, hein. Donc c'est un Josh dévasté que l'on retrouve dans un parc à pleurer sur son sort et qui regrette amèrement d'avoir découvert le poteau rose. Pourquoi je me suis mêlé de cette histoire? Oui, bah c'est pas après avoir chié dans ton froc qu'il faut serrer les fesses, mon gars. Fallait y penser avant. J'adore l'image. Mais heureusement qu'il y a Buddy qui lui s'en fout des histoires de cul du docteur Patoche et qui veut simplement jouer avec son maître. Et même si Josh n'est pas vraiment d'humeur, il va faire un petit effort pour faire plaisir à son copain. Il faudra un miracle pour lui remonter le moral à ce pauvre gosse. Tu ne crois pas si bien dire. Et ce fut à ce moment précis, alors que tout espoir avait disparu, que Josh le malheureux s'empara du ballon de Patoche et dans un dernier lancer vit de ses yeux le miracle se réaliser. Et cela suffit pour que tous les problèmes de Josh s'envolent. Mon père est mort, ma mère est cocu, mais mon chien sait jouer au football. J'ai dû louper un truc là, c'est quoi ce changement d'humeur? Il est schizo en plus le gamin? Mais non, c'est juste qu'on est au moment clé où Josh apprend que son chien sait jouer au football, ce qui a le pouvoir de faire immédiatement disparaître tous ses soucis, et ce qui est parfait pour mettre en confiance notre jeune QB qui se rend déjà à son premier match, car oui, la magie du cinéma fait que tu peux jouer en match après seulement un entraînement dans toute ta vie. Au moins, il y va heureux et serein. Oui, mais pas pour longtemps, car les scénaristes du film sont des sadiques et qu'ils trouvent qu'un père mort et qu'une mère cocu c'est pas suffisant, donc on peut en rajouter un petit peu. Et c'est en se rendant dans les vestiaires, un peu trop en avance pour un remplaçant car même les titulaires ne sont pas là, qu'il surprend une discussion entre le coach et la directrice de l'école qui lui annonce une bien mauvaise nouvelle. À la fin de la saison, j'arrête le programme football ou bien... Mais c'est pas du tout la solution. Ou c'est toi qui quittes l'école. De quoi ouvrir l'appétit de Fanelli qui reprend une rasade de cacahuètes pour faire passer la pilule. Mais qu'à cela ne tienne, de show must go on, on a un match à gagner les gars, donc rien de mieux qu'un petit speech d'encouragement pour motiver les joueurs. C'est parfait, alors on va y aller, on va gagner pour l'équipe. Ouais. Ah, quand tu disais petit, je m'attendais pas à si petit. Mais on s'en fout, ça, tu vas nous faire rater le coup d'envoi avec tes conneries. Et donc le coup d'envoi est donné et le match commence de la manière dont on s'attendait à ce qu'il commence. Mal. Alors, pour les mamans qui voient ça et qui font un transfert de leur enfant sur le pauvre gars qui vient de se faire ensevelir, rassurez-vous, ça, au football, c'est interdit. Donc le match se poursuit et comme on s'en doutait, l'équipe de Josh est nulle et il loupe absolument tout, exception faite pour le QB qui sort un peu du lot et qui arrive à inscrire quelques points. Et qu'est-ce qui est très convenu dans tous les films de sport où un seul joueur porte à lui tout seul une équipe entière et où tous les espoirs de victoire reposent uniquement sur lui? Un joueur adverse le blesse au début du film. Plus sadique, un joueur de son équipe le blesse au début du film. Bingo. Oh non, collé au sol. C'est bien évidemment une facilité d'écriture qui sert en fait à enfin mettre en avant notre petit héros qui est de ce fait catapulté au rang de titulaire avec, je vous le rappelle, un seul entraînement de football américain dans les pattes de toute sa vie. Et ça fait flipper tout le monde sauf le coach qui l'envoie clairement au suicide. Commence par la B52. Alors que toute l'équipe est assez réaliste, lui il est clairement détente. Avec un peu de temps, il se débrouillera. Et c'est parti pour le tout premier jeu de notre Josh Hooney. Allez mon grand, je suis sûr que tu peux le faire. Ah bah non. Génial. Allez, c'est pas grave, on se décourage pas, je suis sûr que cette fois c'est la bonne. On repart avec la B52. Mais elle a pas marché celle-là tout à l'heure. Et cette fois, je suis sûr que ça va marcher. Ah si tu le dis. Prêt? C'est parti. Il est démarqué, il est démarqué. Ok, pause. Désolé, mais là je suis obligé de faire un petit récap de tout ce qui s'est passé en parallèle du match pour que vous compreniez bien tout ce qui va se passer. En fait, ce que Josh ne sait pas, c'est que pendant qu'il était au match, les méchants qui ont volé un camion de glace pour se déplacer ont réussi à trouver sa maison toujours dans l'optique de voler Buddy. Buddy qui lui était resté dans la maison mais qui rêve de rejoindre son maître pour jouer à la balle, donc il profite de l'arrivée des méchants pour s'enfuir. Les méchants le poursuivent en camion de glace puis à pied et perdent sa trace en tombant entre les mains d'une vieille dame qui en a marre qu'on traverse son jardin et qui les corrige à coups de balai dans le cul. Buddy lui en profite pour rejoindre le stade où joue son pote alors qu'il n'y a encore jamais mis les pieds une seule fois de tout le film, mais on va appeler ça de l'instinct animal, et il voit son maître sur le terrain qui lance la balle. Voilà. On peut reprendre. Et c'est donc... Il débarque sur le terrain, chope la balle et trace jusqu'à la end zone en esquivant tout le monde, ce qui fascine au plus haut point la directrice de l'école. Donc là on est dans la phase où ça y est, tout le monde a vu que Buddy sait aussi jouer au football et qu'il y prend en plus beaucoup de plaisir, ce qui va permettre à coach Fanelli de nous rappeler une notion importante du sport que nous avons tous tendance à un peu oublier.
Le football, c'est avant tout un jeu. Et c'est la chose la plus importante, Josh. Ce que Josh va prendre un peu trop au pied de la lettre en trouvant des vieux équipements qui étaient destinés à la poubelle, mais qui, une fois bricolés, permettraient à Buddy de jouer alors qu'il a dit tout le contraire juste 2 secondes avant. Le football n'a aucun rapport avec le basket. Va vraiment falloir penser à l'emmener voir quelqu'un, ce gosse, hein. On a donc le droit à une superbe scène de bricolage pour qu'un équipement de foot US s'adapte sur un chien, customisation faite à l'aide de scotch, de coussinets en tissu, de fils de couture et tout ça peint à la bombe de peinture. Donc déjà d'une, si ça tient tout un match sans se décoller de partout, c'est un miracle. Et de deux, je suis pas sûr qu'on ait le droit de bricoler son équipement comme ça, hein. Ça doit plus du tout respecter les normes de sécurité, hein. T'es réellement en train de débattre sur la légalité d'un équipement de foot US pour chien dans un film pour enfants? Oui non, c'est con, t'as raison. Reprenons. Josh a donc réussi à fabriquer un équipement pour Buddy et c'est tout fier qu'il ramène son cabot à l'entraînement complètement équipé des pattes à la truffe en ayant préparé le meilleur des arguments au monde pour imposer Buddy dans l'équipe. Pourquoi tu fais ça, Josh? Parce que j'ai décidé de m'amuser. C'est le but du foot. Donc là, un coach normal, il dirait « Écoute-moi bien, Duglan. Je sais pas ce que tu fais avec ton chien quand t'es tout seul chez toi, et je veux surtout pas le savoir. Mais si tu veux le déguiser en footballeur et jouer à la baballe avec, ben t'es gentil, tu fais ça loin de mon terrain. » Mais comme ils sont déjà au fond du trou et qu'un chien c'est quand même vachement utile pour creuser un peu plus, il décide plutôt de lui dire ça. Voyons ce que ce petit toutou sait faire. Et à la surprise générale, le Buddy, il impressionne tout le monde, il catch toutes les balles, il fait tous les drills nickel, même ceux pour les blocs, et c'est ainsi qu'après seulement un training, il est intégré dans l'équipe pour disputer son premier match. Quand tu vois qu'un chien, en un training, il est capable d'apprendre un playbook, ça laisse plus beaucoup d'excuses aux branleurs qui connaissent pas leur jeu après 4 mois de pré-saison. Donc on se retrouve téléporté au prochain match avec un Buddy qui est directement mis titulaire, accompagné par le coach et Josh qui sont, à mon avis, un peu trop confiants pour le coup. Hey Buddy, tu fais comme à l'entraînement. Allez viens. Et puis t'en as fait qu'un seul, donc ça devrait pas être dur de se souvenir duquel, hein. Mais n'oublions pas que c'est un chien extraordinaire et que nous sommes dans un film pour enfants, donc notre Buddy, qui était pourtant moqué à son entrée sur le terrain, Mais sortez ce chat du terrain du jeu, enfin! Sortez-le, là! va mettre tout le monde d'accord en catchant toutes les balles qu'on va lui lancer, en marquant tous les touchdowns et en récupérant même les ballons perdus par ses coéquipiers, ce qui va grandement exaspérer le coach adverse qui va oublier qu'on a quand même des règles au football américain. Chopez-le! Faites-lui accroche-patte! Oui, parce que ça on n'a pas le droit, monsieur coach, hein. Va falloir revoir son CA1. Et c'est donc sans surprise que l'équipe de Josh gagne le match, Buddy marque le touchdown de la victoire, le méchant coach est pas content et les Timberwolves mettent au point une nouvelle célébration. Et quoi de mieux qu'une victoire pour trouver le courage d'aller affronter ses problèmes en face et enfin mettre au clair cette affaire louche du docteur Cutard qui n'a que trop duré. C'est donc un Josh remonté à bloc qui prend son courage à deux mains et qui profite d'un moment entre couilles pour balancer la vérité à Patoche. J'ai trouvé ça dans votre agenda. Qui est-ce? Allez vas-y mon gars, on attend tes explications et elles ont intérêt d'être bonnes. Voici Laura. Elle vit à Seattle. Et voilà Gail. Elle vit à Santa Fe. Et cette jolie petite fille rousse est Shannon Marie. Elle vit à Boston. Donc là en vrai, c'est un peu moyen comme explication, parce que j'ai juste l'impression de voir un mec qui monte son tableau de chasse à ses potes, hein. Eh bien, voici Laura. Je l'ai baisée. Et voilà Gaël. Je l'ai aussi baisée. Et cette jolie petite fille rousse là, c'est Shannon Marie. Alors oui, elle a un nom de merde, mais tu sais quoi? Je l'ai quand même baisée. Non mais le mec il est ouf là, il décrit tout ça devant le gosse en plus, il loue le respect putain. Non mais attends, laisse-le finir. Et ceci est la photo de tout le clan Sullivan. Tu vois, il y a mon père, ma mère et... Vos 3 sœurs. Oh la boulette. Et c'est à ce moment que notre petit Josh se rend compte qu'il a eu tout faux sur toute la ligne et qu'il aurait surtout pas dû écouter ce teubé de Tom avec ses idées de merde, ce que Patoche s'empresse de lui rappeler en lui balançant une petite crotte de nez au visage. La queue cassée. Bon bah voilà, problème réglé, on va pouvoir arrêter les jérémiades et passer au football maintenant. Et tu ne fais pas si bien dire mon Romy. Effectivement, maintenant que tous les problèmes ont été résolus et que tout va bien dans le meilleur des mondes, on peut donc assister à la montée fulgurante de nos chers Timberwolves qui volent au-dessus de toutes les équipes du championnat et qui, match après match, gravissent les échelons, prennent du galon et arrivent jusqu'au stade ultime, la finale du championnat. On les a eu! Je le savais, il y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter, hein. Ne parle pas trop vite mon Romy, car là on est dans le cas typique de ce qu'on appelle au cinéma le rise and fall, qu'on peut traduire par ascension et chute, qui est un petit truc de scénariste voulant s'amuser à faire toucher les étoiles à un personnage pour le renvoyer immédiatement 6 pieds sous terre. Et là, dans notre cas, on ne parle pas que d'une personne, mais de toute une équipe. Mais il faut être un monstre pour être un scénariste. C'est en effet au moment où tout semble aller pour le mieux que Josh découvre avec effroi que Patoche abat sa dernière carte pour enfin pécho sa daronne, la demande en mariage. En lui précisant que si elle n'accepte pas sa demande, lui il se barre à San Diego pour un nouveau poste qu'on lui a proposé, donc là on est plus sur une demande en chantage qu'en mariage. Ce qui donne immédiatement à Josh une envie irrépressible de fuir et en plus sans son pote. T'as pas
compris, tu restes là. Laissant Buddy seul et sans défense, et surtout à la merci de nos deux grands méchants qui sautent immédiatement sur l'occasion pour le capturer. On l'a eu, Natalia. Donc on a un ado et un chien dans la nature et surtout maintenant une mère paniquée qui appelle tout le quartier pour essayer de retrouver son gosse. Non, il n'est pas chez Tom. Je vais essayer chez Fanelli. Et c'est une excellente idée car Fanelli, lui, il sait exactement où chercher. Et c'est sur le quai de la gare que Fanelli retrouve Josh, qui a l'air plus surpris de voir son coach ici que de le voir engloutir un sandwich italien à 8h du mat. Comment vous saviez que j'étais là? Josh explique qu'il quitte la ville car il ne veut pas qu'un autre homme remplace son père dans sa famille et qu'il a aussi peur de ne plus aimer son père s'il commence à bien aimer Patoche, ce à quoi Fanelli répond avec une infinie sagesse. Bah, tu sais, quand on a goûté au football, le basket, on laisse tomber. J'ai jamais dit que je laissais tomber. J'aime le basketball et j'aime aussi le football, c'est tout. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. Métaphore très bien trouvée, monsieur Fanelli, mais quoique un peu fausse, car selon moi, si t'as goûté une fois au foot US, c'est quasi impossible de faire un autre sport tellement ça te paraîtra fade, mais c'était pour rassurer le gosse, donc passons. Est-ce que tu aimes ce Patrick, Josh? Ça veut pas dire que tu vas cesser d'aimer ton père, tu sais. Et pour ta mère, c'est pareil. D'autant plus que ça a fonctionné car Josh se rend compte que c'est effectivement bête comme décision et il fait machine arrière, rentre chez lui, retrouve sa mère qui se faisait un sang d'encre et apprend dans la foulée que Dr Patoche, après tout ce bazar, a accepté le poste à San Diego. Il a accepté le poste à San Diego. Il part avec son bateau demain. Il en a foutu un sacré bordel, n'empêche, hein? Oui, mais ça, pour le moment, on s'en fout que... Mais attends un peu. Oui, Buddy. S'ensuit donc une recherche effrénée pour retrouver ce foutu Kleps qui, malgré tous les efforts déployés, reste introuvable, ce qui a le don d'énerver Josh. On aurait dû le surveiller. Et oh petit con, je te rappelle que c'est toi qui t'es enfui en laissant ton clébard tout seul, donc essaye pas de rejeter la faute sur les autres, hein, parce que c'est pas après avoir chié dans ton... Déjà dit. Oui, bah j'en ai pas d'autres en stock, et de toute façon la finale commence, donc on a plus le temps de chercher là. On arrive donc à la grande finale du championnat où tout le monde est à fond sauf notre Josh Hooney car il a toujours pas retrouvé son chien qui est aussi l'atout principal de l'équipe pour espérer gagner ce match, ce qui est plutôt chiant. Mais Buddy ou non, il faut quand même y aller. J'ai besoin de toi sur le terrain, Josh. Et il risquait de toute façon pas de le retrouver car le pauvre Buddy est entre les mains de nos grands méchants qui s'apprêtent à mettre les voiles avec tous les animaux volés. Je vais préparer les dernières choses pour embarquer. Donc le match commence sans Buddy, et comme on dit, si le moral du capitaine n'est pas bon, ça peut contaminer tout l'équipage, et c'est clairement ce qui est en train de se passer, car nos pauvres Timberwolves, enchaînant erreur sur erreur, n'y croient déjà plus. C'est une journée difficile. On est mort. Et c'est sur le score de 24-0 qu'il rentre au vestiaire pour la mi-temps. Oui, bah c'est plié. Avec un Buddy emprisonné en plus, ils ont plus aucune chance. Hein. Ah, ne parle pas trop vite mon Romy, car ce qu'il y a de formidable avec les animaux savants, c'est qu'ils ont toujours un tour dans leur poil. Et effectivement, car notre cher Buddy, qui n'a visiblement pas décidé de louper son super match de finale, nous sort une technique d'évasion de derrière les fagots et arrive, avec l'aide de son copain singe, à sortir de sa cage, à faire évader tous les autres animaux et par la même occasion à faire la misère à Anne Romanoff et Jérôme Commander en les aspergeant avec... Des déchets de poissons. Toute cette agitation va entraîner une série de catastrophes toutes plus invraisemblables les unes que les autres, comme un chimpanzé qui conduit un camion de glace, qui fonce dans un spot lumineux, qui tombe dans une caisse de fusée explosive, qui s'enflamme et déclenche un feu d'artifice dans le port. Et qui donc avait prévu de partir en bateau ce jour-là et trouve un peu bizarre qu'on tire un feu d'artifice exprès pour son départ? Notre cher Patoche qui, intrigué par tout ce remue-ménage, s'en va voir ce qui se passe et sauve in extremis Buddy d'une ultime attaque des méchants qui termine piégé dans un filet de pêche avant d'être livré à la police. Des méchants sous les verrous et un Buddy en liberté, ça nous fait donc 2 problèmes de résolus. À balèze le calcul mental, hein. Mais je suis pas sûr que c'est ça qui va sauver Josh et son équipe de losers. Hein. Tu sais c'est quoi ton problème mon Romy? C'est que t'y crois pas. Mais là c'est plié Romain, 24-0. Mais non, loin de là, tout est encore possible jusqu'au coup de sifflet final, rien n'est joué, il suffit juste d'y croire. Regarde, depuis le début du film, on a bien réussi à te faire croire qu'un chien était capable de jouer au football. Oui, et alors? Eh bah alors, coach Fanelli, je vous laisse finir. Alors, si vous avez cru qu'un chien était capable de faire du football, eh bien, vous pouvez croire que vous allez gagner la finale. Et c'est grâce aux sages paroles du coach Fanelli que les Timberwolves retournèrent sur le terrain et reprirent confiance en eux, enchaînant interception, sac du QB, plaquage ou encore field goal, ce qui leur fait marquer quelques points, mais malheureusement pas assez pour rattraper le score qui est maintenant de 10-35 à la fin du 3e quart-temps. Bon ok là, c'est la merde, et faudra un miracle pour rattraper ça. Mais attends, il manque pas un joueur depuis tout à l'heure sur le terrain? Mais si, évidemment. Le match peut enfin reprendre.
C'est donc grâce à notre patoche que Buddy peut enfin revenir sur le terrain et insuffler à tous ses coéquipiers l'énergie qui leur manquait depuis le début du match pour montrer enfin à leurs adversaires ce qu'ils valent vraiment, enchaînant toutes leurs combinaisons à la perfection, marquant plusieurs touchdowns sans en concéder un seul et réduisant le score à 31-35. Une lueur d'espoir se dessine enfin pour nos chers Timberwolves, et oh non, attention le défenseur! C'est le protège maintenant. Buddy! Oh non, je veux pas voir ça! Non mais attends, c'est peut-être rien, Romy, voyons ce qu'en pense le professionnel. Il n'a rien de cassé, Josh. Vous pouvez aller terminer votre match. Oui, mais pour Buddy. Bon bah tu vois, plus de peur que de mal. Bon par contre le match, il est terminé pour lui. Bah oui mais sans Buddy ils ont plus aucune chance, en plus il reste que 10 secondes à jouer. N'oublie pas ce qu'on a dit Romy, il faut toujours y croire jusqu'au coup de sifflet final. Et c'est comme ça que Josh et son équipe s'apprêtent à jouer le dernier jeu du match, jeu décisif qui pourrait leur donner la victoire, donc il ne faut pas se foirer sur le choix de la stratégie. Junior, les gars, la B52, on croise le terrain. Mais non, pas la B52, elle a pas marché une seule fois de tout le film. T'es pas sérieux Josh là? C'est donc avec une détermination de fer et sous les encouragements de Buddy qui n'avait finalement pas grand chose vu qu'il sautille comme un cabri sur le bord de la touche que les Timberwolves lancent le dernier jeu du match, la B52, une passe longue de presque 60 yards sur Tom qui depuis le début du film est le plus mauvais receveur de l'équipe mais qui cette fois sortira son meilleur plongeon pour catcher la balle et offrir sous les yeux médusés des arbitres le touchdown de la victoire. Touchdown qui a d'ailleurs le pouvoir de résoudre tous les problèmes du film d'un seul coup vu que le coach Fanelli grâce à tout cela ne sera pas viré et retrouvera son poste de coach l'année prochaine, la mère de Josh retrouve Patrick qui, vu le regard qu'elle lui fait, ne le laissera pas repartir à San Diego, et Tom découvre qu'il a de grandes chances de perdre son pucelage durant les vacances d'été grâce au football comme il l'avait prédit. Vous entendez? J'ai un sacré potentiel! Et c'est la fin de Air Bud 2. Et donc, t'es en train de nous dire que ça, c'est le meilleur film de football américain que tu as vu de ta vie. Effectivement, monsieur. Et pour plein de raisons en plus. Et bah j'ai hâte de les entendre, hein. Si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est tout simplement parce que ce film a bercé mon enfance. Je le regardais en boucle quand j'étais gamin, et ça bien avant d'avoir ne serait-ce que le début de l'envie de faire du football américain. C'est le genre de film qui réunit absolument tout pour qu'un gosse soit captivé. Déjà d'une, un chien, le meilleur ami de l'homme qui a une complicité sans faille avec son maître et surtout pas n'importe quelle race, un golden, le chien gentil par excellence. Ensuite, une bande de copains inséparables qui affrontent les épreuves de la vie ensemble main dans la main. Puis un ennemi commun, des méchants nuls et bêtes comme on aime les détester et se moquer. Et surtout, un sentiment d'appartenance à une équipe, à un groupe où on est admis, sans jugement et sans moquerie. Ce film-là, je l'ai vu pour la première fois à 9 ans et je m'en souviens encore parfaitement aujourd'hui. Je me souviens d'ailleurs m'être dit que ça devait être cool de faire du football américain alors que j'avais clairement aucune idée de ce que c'était. Et c'est parce que ce film m'a plu, parce qu'il y avait Buddy et tout le reste que dans mon esprit s'est implanté le fait que le foot US c'était cool. Et je pense que c'est grâce à ça que le jour où j'ai découvert une équipe près de chez moi complètement par hasard et bien des années plus tard que j'ai pas hésité une seconde à m'inscrire. Génial, t'es en train de nous dire que c'est un nanar pour gosse qui t'a donné envie de faire du foot US. Alors déjà d'une, oui, et de deux, toi tu penses vraiment que c'est un nanar. Ah oui, gros nanar, avec un scénar bien pourri. Pourtant c'est pas toi qui m'as décrit ce scénario au début de la vidéo, une équipe en perdition, un coach à deux doigts de se faire virer, un QB titulaire très bon qui se blesse pour laisser place à un jeune qui commence, une équipe qui se relève match après match, qui accède à la finale et qui gagne le match après un discours poignant du coach. Oh la vache, mais si bordel! Un nanar pour gosse qui plagie l'enfer du dimanche en plus. C'est ce qu'on pourrait effectivement croire au premier abord, mais c'est pas si simple que ça. Au début de la vidéo, je vous ai dit que le film Air Bud 2 était sorti en 1998, plus précisément le 18 août 98, et ce film-là, je l'ai vu à sa sortie, donc sur les coups de mes 9-10 ans, et ce n'est que bien plus tard, après avoir commencé le foot US en 2010, que j'ai vu pour la première fois l'enfer du dimanche. Et connaissant sur le bout des doigts Air Bud 2 pour l'avoir saigné toute mon enfance, j'ai direct vu les similitudes qu'il y avait entre les deux films. Mais sachant aussi le succès qu'avait rencontré l'enfer du dimanche à côté de Air Bud, je me suis pas fait beaucoup d'illusions sur qui avait copié qui. Bah ça me paraît évident, non? Et pourtant, l'évidence n'est pas toujours la vérité. En effet, car comme nous le disions un peu plus tôt, Air Bud 2 a été projeté pour la première fois sur grand écran en août 98, alors que l'enfer du dimanche est sorti lui le 16 décembre 1999, soit un an et demi après. On peut donc en conclure que c'est bien le film à succès qui a plagié le nanar. Et là on ne parle pas de petit plagiat, hein, donc accrochez-vous bien. Ce qui frappe en premier lieu, comme on l'a dit précédemment, c'est les similitudes de scénario. Une équipe en bas de classement, un coach démuni qui risque de se faire virer par manque de résultats, un QB titulaire qui se blesse et qui est remplacé par un backup qui n'a jamais joué réellement, mais qui réussit à donner un second souffle et emmène son équipe jusqu'à un match important, match qui se passe mal au début et qui, grâce au discours du coach qui remotive ses joueurs, prend un virage à 180 degrés pour les emmener vers la victoire. Vous me décrivez ce scénario à moi qui connais les deux films, je ne saurais absolument pas duquel vous parlez en particulier. Mais tout ça, c'est des clichés de films sportifs, une sorte de formule magique qu'on nous ressort à toutes les sauces, donc c'est normal de trouver des similitudes. Je suis d'accord avec toi sur ce point.
mais les ressemblances ne s'arrêtent pas là. La mise en scène aussi est extrêmement ressemblante, et en particulier sur les scènes de football, des plans entiers quasiment identiques, le coach qui rassure son joueur, le QB qui demande c'est quoi le jeu à ses coéquipiers, la ligne qui se met en place, des ralentis sur les joueurs de la défense pour montrer à quel point ils sont menaçants, des gros plans sur les visages pour montrer la peur qui monte chez les attaquants, des défenseurs qui mettent la pression au QB en le trash-talkant, les présentateurs ultra enthousiastes et le discours final du coach qui redonne la patate aux joueurs et leur permet d'arracher la victoire. Mais c'est des lieux communs, Romain, c'est ça le football, donc forcément qu'il va y avoir des ressemblances si deux films parlent du même sujet. Ils ont pompé la blague du QB qui se trompe de centre, Romy. Quoi? Dans Air Bud 2, quand Josh arrive pour la première fois sur le terrain tout confus, il se passe ça. B52, on y va. Eh Josh, ta place. Oh. Prêt? Et dans l'enfer du dimanche, quand Bimen arrive pour la première fois sur le terrain tout confus, il se passe ça. 88. Hey, ou tu m'embrasses ou tu retires ta main de mon cul. 7. Donc me dis pas que là c'est pas flagrant. Bah, si, mais je veux pas le dire. Parce que je sais que tu vas te servir de ça pour dire que Air Bud 2 et l'enfer du dimanche sont pour moi les deux meilleurs films de foot US que j'ai vus de ma vie. Hein? Bah, et le plagiat et tout, t'es pas fâché? Non, car même si j'ai trouvé aucune info là-dessus, j'ai quand même ma petite idée sur le pourquoi de toutes ces ressemblances. L'Enfer du Dimanche est un patchwork de scripts et de bouquins réunis ensemble pour créer le scénario final du film. Un des livres dont se sont inspirés les auteurs est un ouvrage publié en 1994 intitulé You're OK et Just a Bruise, A Doctor's Sideline Secret, qu'on peut traduire par Tu vas bien, c'est juste une contusion, les secrets d'un médecin sur la touche. Ce Tu vas bien, c'est juste une contusion sera d'ailleurs repris dans L'Enfer du Dimanche par le médecin de l'équipe quand le quarterback principal se blesse, ainsi que dans Air Bud quand Fanelli répète en boucle à son QB principal qui a l'épaule démise que ça va aller. Pour moi, ce sont deux films faits par des personnes qui aiment le football et qui par conséquent ont la même culture et la même passion de ce sport. On sent à travers eux qu'ils ont voulu montrer ce qu'il y avait de plus fort dans les bons comme dans les mauvais moments d'une équipe. Et donc c'est pas impossible qu'ils aient lu les mêmes choses et eu les mêmes inspirations comme ce livre qui est sorti bien avant les deux films. Ouais mais ça reste du copiage quand même, c'est pas bien. Je pense pas que l'un est copié sur l'autre finalement. Et puis même je vais te dire Romy, si Air Bud 2 a pu inspirer un peu les réalisateurs de l'Enfer du Dimanche et qu'ils ont pu grâce à cela faire l'un des meilleurs films sur le football américain qu'on ait jamais vu, alors est-ce que c'est si grave que ça en fait? Bah non, c'est même presque un honneur d'avoir participé à ce chef-d'œuvre. Exactement, et surtout qu'ils sont tous les deux destinés à un public bien différent, donc montrez Air Bud 2 à vos enfants pour leur inculquer les valeurs de notre sport, tout en les faisant rêver grâce à des grosses boules de poils comme Buddy, et plus tard, quand ils auront grandi, mettez-leur l'Enfer du Dimanche pour leur montrer le monde impitoyable du sport et les faire vibrer grâce au talent de Willie Beeman. Et si vous voulez gagner du temps, montrez-leur cette vidéo qui est le parfait résumé de tout ça. Parfaitement mon ami, je n'aurais pas dit mieux, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, la liker, la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Pour vous c'est rien du tout, mais pour nous c'est juste énorme. Sachez qu'à chaque personne qui ne s'abonne pas à la chaîne, c'est un Golden Retriever qui meurt dans le monde. Merci Romy de clôturer cette vidéo sur une touche de positivité et d'enthousiasme. Nous, on ne vous dit pas à très vite car vous commencez à nous connaître, mais d'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une potentielle et inespérée future vidéo.